Face à ce qui semblait être une nébuleuse, les acteurs du système éducatif béninois ont trouvé la solution. Le quota des 30 heures de cours exigé aux aspirants a été le chou gras de la rencontre jeudi dernier entre les membres du gouvernement avec à sa tête le président Patrice Talon et les centrales syndicales. Au cours de cette émission, nous reprendrons le film de cette rencontre avec un décryptage de nos invités, Alphonse Moïse Soudé et Cyriaque Dekeno. Chers confrères, bonjour. Bonjour mesdames et messieurs les internautes de BNews TV. Bonjour à vous, Landry, bonjour à tous. Le déclassement du Bénin par l'Office français de protection des réfugiés apatrides, OFPRA, sera le deuxième segment d'analyse de cette émission. Dans les 10 dernières minutes et en plateau invité, nous recevrons pour vous Thierry Johnson Bevoisi, acteur politique. Il nous donnera sa lecture de l'actualité politique. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission Carré Politique. Le principe de l'émission n'a pas changé et nos invités se préparent à donner déjà leur note, mais ce sera juste après ceci. Chers confrères, à nouveau, bonjour. La rencontre entre le chef de l'État et les centrales syndicales a eu une note, Cyriaque 7. Alphonse, 5 pour Alphonse. Cyriaque, dites-nous pourquoi avoir donné 7 pour cette actualité. Vous savez, la note 7 se justifie par deux raisons fondamentales. La toute première, c'est le fait que le gouvernement ait prêté une oreille attentive à cette revendication des organisations syndicales. La seconde raison, c'est qu'elle se justifie également aussi par ce terrain d'entente trouvé entre les deux partenaires qui, il faut l'avouer, ne se sont pas quittés dos à dos, mais qui sans doute se sont engagés pour une année scolaire apaisée. D'accord, nous allons revenir tout à l'heure dans le vif du sujet. Alphonse, pourquoi avoir donné 5? J'ai donné la note 5 parce que, à mon avis, on aurait pu éviter cette polémique. Nous sommes dans un système éducatif et ce n'est pas à l'entame d'une année scolaire qu'on introduit des réformes. On aurait pu s'y prendre un peu plus tôt, à savoir tout juste au lendemain des examens, puisque le ministre, il travaille avec des inspecteurs sur le terrain, il travaille avec les conseils pédagogiques. Il sait que à l'entame d'une année scolaire, on ne pouvait pas entreprendre une réforme. Les réformes, on les fait avant la rentrée pour permettre aux nouveaux enseignants, avec le nouvel emploi du temps, pour que chacun puisse se préparer. C'est vrai que, le président Patrice Talon a écouté le coup de gueule des uns et des autres et a voulu ramener la balle à terre. D'accord. Nous allons rentrer dans le vif du débat. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui dans la forme et dans le fond de cette rencontre-là? Comment vous appréciez cette rencontre? D'abord, il faut souligner qu'il y a quand même, disons, certaines phrases fortes qui, moi, tout particulièrement, m'ont marqué. C'est le fait que le chef de l'État est reconnu, que je le paraphrase comme ça, que ce n'est pas du charlatanisme pour que l'on ait de crainte à revenir sur sa décision. Ce qui montre combien de fois le gouvernement reconnaît qu'il pourrait arriver à un moment donné que l'on prenne des décisions dont l'implémentation sur le terrain pourrait poser des problèmes et que ça ne servira alors absolument à rien de reconnaître qu'il est nécessaire de revenir sur sa décision, histoire quand même, disons, d'analyser tout ce qui était contour autour de cette décision. La seconde aspect de la chose qu'il convient quand même, disons, de souligner pour nos internautes, c'est le fait que les centrales syndicales ont quand même pu, je dirais, ont quand même pu apporter une certaine clarification par rapport à cette question des 30 heures. Vous savez, cela montre combien de fois les centrales syndicales étaient véritablement unies et parlaient d'une même voix. On n'avait pas senti quand même, disons, une organisation syndicale qui était pour et que d'autres étaient contre. Non. Cette union au niveau des centrales syndicales montre également aussi combien de fois ce sont véritablement des sachants qui savent comment est-ce que l'on pourrait opérer cette réforme-là pour que les choses aillent beaucoup plus loin. Il était véritablement important de préciser que le gouvernement a décidé de décaisser près de 4 milliards pour pouvoir venir en aide à ces aspirants qui vont voir leur masse horaire augmenter. Et mieux, leur situation sociale sera améliorée
d'autant plus qu'ils auront droit quand même, disons, à une retraite et bien d'autres choses. La dernière garantie qui également aussi est tombée comme, disons, et une nouvelle d'apaisement dans le cœur de tous les aspirants, c'est le fait que le chef de l'État ait pris l'engagement de sauvegarder la place de tous les aspirants qui avaient exercé l'année dernière, en disant qu'aucun aspirant ne va se retrouver sur le carreau. Et lorsqu'on sait que c'était effectivement l'une des plus grandes craintes, parce que lorsque l'on décide d'augmenter la masse horaire et de certains, cela voudrait dire que l'on est en situation d'arracher à d'autres personnes qui disposaient également aussi d'une certaine masse horaire et cette possibilité d'enseigner. Mais le gouvernement a garanti quand même, disons, aux centrales syndicales qu'aucun aspirant ne se retrouvera sur le carreau. Ce qui voudrait dire que là où nous sommes partis pour avoir une année scolaire apaisée. C'est vous qui le dites, Cyriaque Dekenou. Alphonse Soudé, vous avez la même lecture que Cyriaque sur cette rencontre? Non, je voudrais d'abord dire à mon confrère qu'il y avait déjà des collègues qui avaient déjà perdu les heures. Je suis de surcroît enseignant. Il y avait des gens qui avaient été sortis. Vous avez perdu vos heures aussi? Non, moi je ne suis pas dans la fonction publique. Mais il y a que quand on a donné des consignes aux censeurs, aux directeurs, ils ont établi les nouveaux emplois du temps. Il y avait des gens qui ont perdu les heures. Il y a même des gens qui ont tenté de se suicider. Et ça n'a pas marché, oui. Je sais de quoi je parle. N'allons pas être alarmistes. Je ne suis pas alarmiste. Je ne suis pas alarmiste. C'est parce que je n'ai pas envie de donner le nom de celui-là. Non, on ne donnera pas de nom. Bon, je dis, on aurait pu réfléchir avant. D'accord. Le ministre de l'enseignement secondaire, il est professeur d'université. Il a autour de lui, dans son cabinet, des enseignants de collège. Il a autour de lui, il travaille souvent avec des inspecteurs. Je dis, on aurait pu, en amont, réfléchir et étudier les éventualités. Parce que 30 heures de cours, avec les effectifs que nous voyons dans les écoles publiques, c'est fastidieux. J'ai fait 22 ans dans l'enseignement. Et je dis que c'est compliqué de donner 30 heures à un enseignant avec cet effectif-là. Il va assumer les heures, mais il va former les enfants au rabais. Ça sera une formation au rabais. Parce que, il faut reconnaître, moi j'ai fait le public. J'ai fait une terminale de 112 élèves. Et nous savons combien d'interrogations le professeur faisait au cours du semestre. Donc ça ne peut pas permettre à l'enseignant d'être efficace. Moi je suis heureux que le chef de l'État ait compris que ce n'est pas du fétichisme. Parce que les gens ont fait du fétichisme, les gens n'ont pas voulu. On aurait pu, le ministre, qu'est-ce qui empêchait le ministre d'associer en amont les syndicalistes? Qu'est-ce qui l'empêchait? C'est pas qu'on a voulu faire du forcing. Mais si les gens n'avaient pas poussé des coups de gueule qui sont montés vers le chef de l'État, il n'y aurait pas eu cette rencontre-là. Le ministre il aurait voulu gérer avec les directeurs départementaux et ne pas associer les autres. Le chef de l'État a dit qu'il a fait appel aux sachants. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'au niveau des syndicalistes, il y a une alternative qu'on pouvait proposer. Donc je dis, il faut qu'on évite le rétropédalage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas poser l'acte et après réfléchir. Il faut toujours réfléchir et surtout réfléchir aux conséquences avant de poser l'acte. Maintenant, on va attendre le temps de la réflexion. Les enfants vont perdre des heures et il faut tout réorganiser. C'est ce que nous devions éviter. C'est pourquoi je disais tantôt qu'on aurait pu réfléchir à cette réforme-là avant le début de l'année scolaire, parce que maintenant, on a donné les enfants du temps. Il faut les retirer, il faut les reprendre. Et ça fait peut-être du travail supplémentaire que l'on donne aux censeurs. D'accord. On aurait pu éviter cela, mais aujourd'hui, avec la sortie du chef de l'État sur la question, pensez-vous que c'est une solution salvatrice pour une année scolaire apaisée? Oui, le chef de l'État a demandé aux différents ministres concernés de voir avec qu'on appelle les centrales syndicales, la nouvelle approche. Ça veut dire quoi? Dès que cette situation sera réglée, l'année scolaire forcément sera apaisée. Parce que les enseignants ils vont sentir que quelqu'un les a écoutés, qu'on a pris en compte leurs revendications et qu'on a étudié au mieux de leurs intérêts cette réforme-là. Cyriaque, dites-nous, quand vous voyez la posture du chef de l'État, toute l'émotion, vous croyez en sa sincérité par rapport au règlement de ce problème? Non, mais pour ce que nous avons connu quand même ces 4 dernières années, le simple fait que déjà le président de la République ait pris ce dossier-là en main témoigne déjà de sa volonté de régler le problème. Vous allez voir que plusieurs de ces ministres ont fait des sorties sur ce dossier et étaient pour la plupart péremptoires. Mais écoutez, si malgré quand même, disons, cette position péremptoire,
de ses collaborateurs, le président de la République ait pris véritablement la peine de se saisir de ce dossier, cela voudrait dire que c'est une situation qui, ma foi, est déjà réglée. Ce qui pourrait peut-être être perçu comme une situation atténuante pour le gouvernement dans la prise de cette décision et à quelques encablures de la rentrée scolaire, c'est le fait que nous avons vécu une année scolaire exceptionnelle marquée par cette crise de coronavirus, qui a fait qu'il y a eu véritablement une réorganisation totale du système éducatif et puis des examens sur le plan national. Aujourd'hui, nous avons en face un gouvernement qui, il faut l'avouer, vous savez, nous avons cette possibilité-là de toujours critiquer la sourde oreille du gouvernement. Et lorsque sur certains sujets où l'on pense que véritablement le gouvernement ne devrait pas aller dans un sens donné, mais aujourd'hui, tout au moins, nous pouvons être fiers du fait que le chef de l'État personnellement s'est saisi du dossier, et nous savons, au regard quand même, disons, de tout ce qui a été dit au début de cette crise, que c'est le fait que il y a eu près de 16 000 ou bien 15 000, je crois, sauf erreur de ma part, mais près de 15 000 personnes qui ont été composées, je crois, mais malheureusement, là-dedans, le gouvernement n'a pas eu le nombre suffisant, quand même, disons, d'enseignants qualifiés pouvant véritablement exercer. Et c'est peut-être ça, c'est certainement cela qui a justifié ce choix-là de vouloir augmenter la masse horaire de ceux qui se sont avérés et beaucoup plus compétents, beaucoup plus quand même, disons, et en mesure... Mais c'est peut-être cette version qu'on a servi au chef de l'État, alors que ça n'était pas vrai. Eh oui, écoutez, parce qu'il y en a qui avaient été formés dans les centres... Ce qu'il y a aujourd'hui, et c'est surtout là où nous devons encourager le président de la République à aller loin. Parce que vous savez, les présidents sous nos cieux, nous connaissons tout ce qui constitue leur charge. Nous connaissons également aussi, et parfois quand même, disons, l'incapacité dont ils sont victimes malgré eux. Des charges que vous n'avez pas assumées, c'est Syria que vous n'avez jamais assumé, cela pour savoir. De pouvoir voir dans le fond d'un dossier. Le fait qu'il ait dit ceci, qu'il faille à ce que les centrales syndicales, de façon conjointe avec les ministres concernés, voient quand même, disons, et dans la base de données, ce qu'il y a et ce qu'il y a lieu d'améliorer est déjà un signe vraiment véritable de ce que nous sommes sur le bon chemin. La seule chose que nous avons à faire, c'est de ne pas jouer quand même, disons, au vent en guerre, non. Et c'est également aussi de ne pas adopter une position qui tend quand même, disons, à flageller à tout bout de champ le gouvernement par rapport quand même, disons, ou bien le chef de l'État par rapport à ce recul qu'il a pris dans ce dossier. Mais c'est plutôt de l'encourager. De l'encourager parce qu'au-delà de tout, les enfants sont là, et ce que nous souhaitons tous, c'est que les deux acteurs s'entendent. Pas dans une position de triomphalisme, ni pas dans une position de défaitisme pour le gouvernement, mais que les deux acteurs s'entendent pour que véritablement les uns et les autres retrouvent le chemin des coups. C'est ce que nous devons souhaiter ça. D'accord, Syriac, je reviens à vous tout à l'heure. Alphonse, ne pensez-vous pas que les centrales syndicales ont eu ce qu'il faut? Et comme l'a dit Syriac tout à l'heure, on ne va pas jouer à bomber les torses, mais il faut déjà comprendre que les enfants doivent reprendre les cours très rapidement. Ne pensez-vous pas qu'il faille baisser la pression désormais maintenant pour réellement rentrer dans les classes? Oui, je vais rebondir sur un mot de Syriac. Il a parlé de ministre péremptoire. C'est-à-dire que dans leur discours, c'était des discours de va-t-en-guerre. C'est-à-dire qu'on n'était pas prêt à revoir cette réforme-là si le chef de l'État n'avait pas pris ses responsabilités. Je n'ai pas fini. Tout à l'heure, quand vous... la même chose. Non, Syriac, on va laisser Alphonse. Parce que si le chef de l'État, si je répète, si le chef de l'État n'avait pas pris ses responsabilités dans ce dossier-là, on n'allait pas évoluer. Parce que les ministres n'entendaient pas rebrousser chemin par rapport à cette réforme. Parce qu'on a vu les communiqués envoyés au directeur et au censeur. On a vu ce qui a été affiché dans le collège. Les gens sont allés chercher leur emploi du temps. Donc, il a fallu que le chef de l'État prenne ses responsabilités pour que ces ministres-là sachent qu'ils ne sont pas au-dessus du chef de l'État. Ils ne sont pas les tout-puissants, les grands sachants de la République. Il faut qu'on le leur dise. Maintenant que les centrales, ils ont été écoutées et que le chef de l'État a donné des directives. Et je voudrais demander au chef de l'État qu'il fasse un suivi. Parce qu'il y a des ministres qui pensent qu'ils sont tout puissants et qu'ils sont les plus intelligents de la République.
Je ne parle pas en l'air. Ils ne sont pas les plus intelligents. Le ministre a... Mais c'est eux qui assument d'abord pour le ministre a sa responsabilité pour le moment. Des cadres techniques. Voilà. Et quand les cadres techniques vous font des fiches, oui. On vous dit, si nous prenons ce chemin-là, voilà ce qu'on peut trouver. On vous fait des propositions. Donc, je demanderai, la République nous appartient à tous. On va faire en sorte, je demanderai aux syndicalistes de faire en sorte que les enfants ne perdent pas beaucoup de temps avant de reprendre les cours. Déjà 2 semaines de perdu. Hein? Oui, 2 semaines de perdu. Alors que quand vous les comparez au privé, les gens sont évolués. C'est pourquoi je dis, on aurait pu faire tout ça. Si on doit faire une réforme désormais dans le système éducatif, je propose au ministre concerné de commencer les réformes dès les vacances. Et dès qu'on commence la rentrée, que ces petits problèmes-là ne bloquent plus la rentrée. Qu'on aille, parce que le chef a beau avoir la bonne volonté, le chef a beau avoir envie de réussir, mais s'il a des cadres sous lui, s'il a des gens à qui il a fait confiance, qui ne peuvent pas faire le travail, qui débarrassent le plancher et qui nous laissent évoluer. Parce que on ne dira pas qu'il ne peut pas. 2 semaines de cours dans un système éducatif, c'est déjà trop. 2 semaines de cours de retard, c'est déjà trop. Parce que quand nos enfants du public sont en train de subir ça, ceux qui sont dans le privé ont déjà évolué. Et ce retard-là, il faut le rattraper. Quand on va vouloir rattraper, c'est de donner les polycopes aux enfants, c'est de demander aux enfants de venir. J'ai vu des collèges à côté ici qui commencent à faire cours mercredi soir. Mais c'est déjà mieux d'avoir perdu ces 2 semaines et régler le problème définitivement que de laisser le système se gangréner pour des grèves. Non, le problème n'est pas encore réglé définitivement. Le problème est en voie d'être réglé. Et c'est pourquoi je demande aux uns et aux autres de faire preuve d'un esprit d'ouverture pour qu'on aille vite. Parce que si on ne fait pas preuve... Surtout les centrales. Surtout les centrales syndicales. Et surtout les cadres techniques du ministère, qui ne passent pas qu'ils ont la science infuse. Ils n'ont pas la science infuse. Ensemble, on est intelligent, mais seul, on n'est pas intelligent. D'accord. Des perspectives heureuses pour ces aspirants, selon vous? J'y crois fermement. Et puis, j'en ai vraiment la certitude, encore que le chef de l'État a donné la garantie qu'aucun aspirant ayant SSC l'année dernière ne va se retrouver sur le carreau. Donc, croisons les bras et je pense que nous aurons une année heureuse et très, très, quand même, disons, apaisée. D'accord. Nous allons continuer dans ce débat, Alphonse Moïse Soudé. Le deuxième segment de cette analyse, c'est surtout par rapport au déclassement du Bénin par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Vous avez une note pour cette... voilà, 5. Syriac 5. Pourquoi avoir donné 5, Alphonse Soudé? Vous savez ce qui me paraît un peu bizarre? Oui. C'est juste au lendemain de l'attention du rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme qu'il y a cette décision-là. Je trouve qu'il y a contraste. Parce qu'on nous a dit, la Commission béninoise des droits de l'homme a dit que nous sommes sur le bon chemin, qu'il y a quelques petits efforts à faire. Et voilà, le lendemain, on dit que le Bénin est déclassé parce que les libertés politiques et publiques ne sont pas respectées. Donc il y a un problème. On a donné 12 mois. On a donné 12 mois à l'État béninois de se mettre en règle pour revenir, parce qu'il faut rappeler que le Bénin est allé sur cette liste-là en 2015. Donc 5 ans après, nous avons été déclassés parce qu'on a estimé qu'il y a de recul. Que le gouvernement prenne acte et que dans l'intervalle des 12 mois donnés au gouvernement, que ce qu'on reproche à l'État béninois, cela soit corrigé. Ce n'est pas la peine d'enfler la polémique, ce n'est pas la peine de chercher à trouver raison ou bien à trouver tort à ceux qui l'ont fait. On prend le document et puis... On verra peut-être tout à l'heure les mobiles qui ont sous-tendu ce déclassement, parce que de ce que les gens se disent, il n'y a pas forcément de vrai mobile dans cette histoire. Syriac, dites-nous pourquoi avoir donné 5 sur cette actualité? J'ai donné 5 parce que, en tant que national, je ne peux en aucun cas être fier quand même, disons, de ce que mon pays soit déclassé. Je ne peux en aucun cas être fier quand même, disons, de ce que l'on présente plutôt le Bénin comme un pays qui ne serait plus sûr. Au-delà de tout, nous avons cette obligation d'œuvrer tout un chacun de nous à ce que le Bénin, quand même, disons, ne puisse pas être présenté de la sorte dans le monde entier. Ce qu'il importe ici, c'est le fait que chacun de nos compatriotes, où qu'il soit, essaye quand même, disons, d'agir pour que, véritablement, le Bénin puisse être toujours un État dont on est fier. Parce que ça soit du côté du gouvernement ou bien que ça soit du côté également aussi de certains de nos compatriotes qui, il faut l'avouer, prennent un malin plaisir à parler en mal du Bénin, à parler en mal
de leur pays. C'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont très peu. Le sentiment nationaliste au Bénin, j'avoue en toute honnêteté que nous devons encore à nouveau cultiver ce sentiment-là. Parce que de par le passé, nos aînés, ils sont fiers de dire « je suis béninois, je viens de tel pays ». Mais aujourd'hui, vous avez une génération qui quand même, disons, se retrouvant en Europe ou bien à des endroits donnés, peut se permettre quand même, disons, de dire du n'importe quoi sur leur pays. Le Bénin a été déclassé, certes, mais vous savez, c'est un souci de 12 mois. Et mieux, cette rumeur de déclassement du Bénin courait déjà depuis le mois de mars-avril, où il y avait 3 pays, c'est-à-dire le Bénin, la Birmanie et le Sénégal. Et l'on demandait à ce que ces 3 pays-là soient quand même, disons, déclassés, soient retirés de la liste. Mais ce qui est bizarre, c'est le fait que ça ne soit que le Bénin seul que l'on retire de la liste. Et ça dit que la Birmanie, qui est un pays dans lequel nous connaissons même jusqu'à présent la crise des Ouïghours. Est-ce que cela voudrait dire que la Birmanie est un pays plus sûr que le Bénin? Ou bien n'est-ce pas également aussi le résultat plutôt quand même d'un pays qui, dans le rang de ces 3-là, c'est-à-dire la Birmanie, le Sénégal, diplomatiquement, le Bénin se retrouve comme, disons, un pays plutôt faible? Ce sont des interrogations qu'il convient quand même auxquelles il convient de trouver des solutions. Sinon, en 12 mois, je vous avoue en toute honnêteté que c'est pas sûr et certain que le Bénin soit remis sur la liste si éventuellement l'on n'essaye pas quand même, disons, d'analyser de façon objective et non de façon subjective les critères qui auraient à mener. Et l'OFPRA, c'est une institution française. Oui. Ça, c'est le regard de la France oui, sur le Bénin. On va y revenir tout à l'heure. C'est pas le regard des États-Unis. D'une façon ou d'une autre. C'est votre lecture de cette actualité. Dites-nous, Alphonse Moïse-Soudé, des 16 pays qui sont sur cette liste-là, il n'y a pas la France, il n'y a pas les États-Unis, il n'y a pas la Grande-Bretagne. Il n'y a que des pays qui ont peut-être fait la guerre, la Bosnie-Herzégovine et d'autres pays. Trouvez-vous que c'est important que le Bénin soit sur une liste pareille? Je ne compare pas mon pays à un autre pays. Je compare le Bénin au Bénin. Je vais vous dire pourquoi. Oui, allez-y. On dit l'OFPRA statue sur les demandes d'asile. Ça veut dire quoi? Que le taux de demande a augmenté. Oui, pour des réfugiés, nous n'avons jamais fait la guerre au Bénin. Bon, est-ce que c'est forcément en temps de guerre qu'il y ait des réfugiés? D'accord. Vous savez très bien qu'on a parlé de politique. Et vous savez que pour les 2 dernières élections, à savoir les législatives et les municipales, il y a eu problème. J'en veux que pour que le taux de participation, il y a avec les réformes du système partisan, il y a des partis qui n'ont pas pu participer à cela. Et vous savez très bien que ça fait partie des critères pour lesquels on a évalué le Bénin. Les gens sont allés en exil parce qu'ils estiment que dans leur pays, ils n'auront pas droit à une justice équitable. Ils n'ont pas droit à une justice équitable. Donc je dis, en 12 mois, on a la possibilité. D'accord. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on dise que le Bénin n'est pas insu. Mon confrère parle de nationalisme. De quoi parle-t-on? De nationalisme, alors qu'on nomme des Français, des Belges à la tête des structures du Bénin, on parle de nationalisme. On va me dire qu'il n'y a pas de Béninois compétents, capables de diriger ces structures-là. Quand on parle de nationalisme, on promeut ce qui est national. On promeut les compétences nationales. Donc je dis, notre État a reçu le communiqué. En 12 mois, il y a possibilité pour le Bénin de sortir de cette zone-là. Ce qu'on nous reproche, s'il y a possibilité de corriger, on les corrige. D'accord. On les corrige. D'accord. Sur les 54 États, il n'y a que 4 États africains qui sont sur cette liste-là. Dites-nous, est-ce que le Bénin devra forcément travailler pour cela? Je crois très bien que nous n'avons pas, disons, à nous casser la tête parce qu'il y a un classement d'un pays, c'est-à-dire quoi, la France, qui ne met pas le Bénin dans un cercle de pays sûrs. Vous savez, le Bénin au moins, pour ce que je sais, est plus sûr que la Côte d'Ivoire. Le Bénin au moins, pour ce que nous savons, est plus sûr que certains pays. Vous voyez? Mais écoutez, nous ne sommes pas en guerre au Bénin. Nous ne sommes pas du tout en guerre au Bénin. Ce que nous devons faire, c'est-à-dire quoi? Nous nous battons pour qu'il y ait l'état de droit au Bénin. L'état de droit au Bénin,
c'est le fait quand même, disons, de se battre également aussi pour qu'il y ait véritablement la justice, pour qu'il n'y ait plus de l'impunité. Aujourd'hui, nous n'avons pas à regarder forcément ce classement, non, avant d'agir. Nous sommes en train d'agir. Et moi, j'aimerais plutôt quand même, disons, dire ceci, le Bénin que l'on ne met pas forcément sur cette liste, est quand même reconnu aujourd'hui comme le premier producteur de coton en Afrique. Le Bénin que l'on ne met pas sur cette liste est quand même, disons, reconnu aujourd'hui comme un pays à revenu intermédiaire. Le Bénin que l'on ne met pas sur cette liste, dans le dernier classement de Transparence internationale, est un pays qui a connu un bond quand même, disons, de 19 places et est aujourd'hui classé à la 80e place sur près de 180 pays en matière quand même, disons, de transparence budgétaire. Ce qui voudrait dire que nous sommes en train de faire des efforts sans pour autant regarder ces classements des institutions qui, quand même, disons, ont leur façon de noter les choses. Mieux, au fait, il n'y a rien de surprenant. Il n'y a rien de surprenant. Si le taux de demande d'asile en France augmente, mais les Béninois, ils ont été colonisés par qui? Par les Français. Si le Béninois veut s'exiler quelque part, le Béninois ira s'exiler où? En France. Et c'est normal également aussi que le taux, quand même, disons, de demande d'asile augmente. Ce n'est pas comme par le passé où le système d'immigration était véritablement rigide et difficile. Aujourd'hui, nous avons une génération qui, quand même, disons, veut beaucoup plus évoluer. Vous n'allez pas regarder, par exemple, est-ce que le simple fait que le taux de demande d'asile des Congolais en Belgique augmente suffit tout simplement parce que effectivement les Congolais immigrent beaucoup plus et en Belgique. Oui. Est-ce que ce simple fait-là suffit simplement pour dire que le Congo est un État moins sûr? Je ne crois pas. On va poser la question. Là-dessus, là où nous sommes. Oui. Donc là-dessus, là où nous sommes, moi je crois en toute objectivité. Oui. Vous savez, la marche vers le progrès est une marche pérenne. Okay. Le Bénin est en train de marcher vers son progrès. Sans pour autant mettre quand même, disons, forcément en considération ce genre de classement. Vous venez de le dire, il n'y a que 4 pays africains. Alors, pourquoi est-ce que nous allons nous sentir forcément d'une façon ou d'une autre, nous avons un souci. Oui, vous allez prendre laissez-moi vous poser la question. Que pensez-vous que le Bénin devra faire pour revenir sur cette liste-là? J'ai une honte pour mon pays. Nous n'allons pas utiliser les gros mots. J'ai une honte pour mon pays parce que quand j'entends, il y a des classements qui nous arrangent. Et ça se répète dans la presse. Quand ça arrange le Bénin, tout à l'heure, il a donné des exemples. On a fait des bons, Mais pourquoi parfois, on donne des classements qui n'arrangent pas le Bénin, on tire à boulet rouge sur ceux-là? Mais quand ça nous arrange, nous sommes les premiers. Mais je crois que tout à l'heure, il a reconnu qu'il faille travailler aussi pour ça. Non, il dit, on n'a pas. J'ai parlé d'une marche pérenne. Il dit, vous savez. On va laisser. Moi, je dis une chose, j'ai toujours posé cette question, mais personne ne m'a encore répondu. Allez-y, quelle est la question? Qu'on me dise, quels sont les investisseurs internationaux qui sont venus investir au Bénin? Et le titre est que le Bénin est un pays sûr. Je veux qu'on me donne le nom d'un seul investisseur. Il y a des structures indiquées qui vous donnent cette réponse. Je suis passé sur plusieurs médias de télé pour poser cette question. Pour dire, je veux qu'on me dise quels sont les investisseurs non béninois qui sont venus investir au Bénin. Mais je dis, nous avons des efforts à faire. Parce que ne pas vouloir prendre en considération ce qui est dit, c'est comme si, on n'a pas des efforts à faire. Je dis qu'on prenne acte. Oui. Ce qui est à corriger doit être corrigé. Ce qu'il faut faire pour évoluer, le Bénin doit le faire. Parce que le souci, c'est 12 mois. En 12 mois... Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Oui, on a parlé des... Vous aurez la parole tout à l'heure. Des libertés publiques, on a parlé des libertés politiques. Ce qui doit être fait à ce niveau-là, il faut le faire. Je dis, notamment au niveau des partis politiques, au niveau des réformes, il faut voir ce qui est faisable. Rien n'est statique, tout est évolutif. Et ce qu'on peut corriger, on ne peut pas ne pas vouloir corriger. Qu'est-ce qu'on nous demande? Quand on nous a donné ceci de 12 mois, c'est pour que nous puissions faire des efforts, c'est-à-dire que nous puissions revoir notre manière d'agir. C'est aussi simplement. Mais si nous nous braquons, nous estimons que ces gens-là n'ont aucune leçon à nous donner, mais parfois quand ils font des classements... Vous ne voyez pas une main invisible derrière ce déclassement? Non. Pourquoi vous voulez que je vois? Donc vous voulez aussi dire que les classements supérieurs, s'il y a une main invisible qui demande de booster le Bénin? Je demande. Mais pourquoi vous voulez chaque fois qu'il y a... Parce que c'est ce qui se dit quand c'est mauvais, pourquoi on cherche à trouver une main invisible? Mais quand c'est bon, il n'y a jamais de main invisible. Arrêtons ça. J'ai dit ceci, j'ai dit que la marche vers un état de droit est une marche pérenne. Vous venez de le dire, même des pays comme la France qui abrite même l'OPRA ne se retrouve pas sur cette liste. Donc, il n'y a pas quand même, disons, à être alarmiste sur ce point.
La seconde chose, c'est-à-dire quoi? J'aimerais quand même, disons, aller en termes clairs pour que nos internautes, qui sont quand même, disons, des milliers de par le monde entier qui nous suivent, comprennent. Oui. Voici comment ça se passe. Vous avez un Béninois qui se retrouve du côté de la France et qui demande une demande d'asile. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui n'est même pas politicien, pour que l'on le dise comme ça, quelqu'un qui n'est même pas acteur politique, qui n'est mêlé ni de près ni de loin à la vie politique au Bénin. De par le passé, qu'est-ce qui prospérait? Vous quittez le Bénin, puisque j'ai beaucoup de frères qui sont en France, qui sont dans les pays européens. Qu'est-ce qui prospérait avant? Ce qui prospérait, c'est le fait que, par le passé, comme le Bénin est un pays vraiment où il n'y a pas la guerre, lorsque vous allez en France ou bien dans les pays européens pour faire votre demande d'asile, vous allez dire, ah, je suis en train de quitter mon pays parce qu'on veut m'initier de force au vaudou. Vous voyez? Parce qu'effectivement, le Bénin est connu de par le monde entier comme un pays de... Et les Blancs, lorsqu'ils entendent ça, ils disent, ah, celui-ci, il a besoin de secours. Donc, on vous donne d'abord les papiers, quitte à améliorer votre situation au jour le jour, jusqu'à ce que vous deveniez exilé. C'est ce qui se passait avant et c'est ce qui prospérait. Mais au fil des années, les gens ont compris que c'était devenu plutôt une méthode. Ou bien d'autres disent qu'on veut me cicatriser. C'est ce qui prospérait, ça. Mais depuis que nous avons connu cette dernière élection législative, où il y a eu vraiment des réformes politiques qui ont eu du mal à passer, les gens demandent l'asile. Une fois en France, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ceci: je suis un acteur politique de l'opposition et on veut m'arrêter. Donc, je demande l'asile. Donc, si vous n'avez jamais fait la France, si vous n'avez pas des frères et sœurs qui ont immigré en France, vous n'allez jamais comprendre comment ça se passe. Si moi, aujourd'hui, je veux un papier pour vite avoir mes papiers, en France ou dans d'autres pays européens, la simple raison que je vais avancer, c'est simplement de dire que je suis un acteur politique, qu'aujourd'hui, le pouvoir me pourchasse. Et lorsque l'on entend ça, étant donné qu'il y a eu des réformes politiques qui avaient eu du mal à passer en 2015, de façon systématique, on me prend. Donc c'est comme ça. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. C'est très simple. D'accord. Sinon, combien sont-ils? Sinon, combien sont-ils aujourd'hui? Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission Syriac. Combien sont-ils aujourd'hui, les acteurs politiques béninois qui se retrouvent du côté de la France et qui ont demandé l'asile? À part Djanotin, Adjavon et quelques-uns. D'accord. C'est un débat qui va continuer après. Et Moïse Alphonse Soudé, nous sommes pratiquement à la fin de ce décryptage. Vous avez quelque chose à dire? Oui, on parle de liberté publique, on parle de liberté politique. Liberté publique, on a réduit le droit de grève et un certain nombre de choses. Je dis, en bon béninois, quand nous vivons sur le territoire, on a beau être pro-talon, ayons l'honnêteté intellectuelle de dire au président Talon, il n'avance pas. C'est pas la peine parce que nous voulons sauvegarder nos beefsteaks. Avec la manière. C'est pas parce que nous voulons sauvegarder avec la manière. Oui, je parle des collaborateurs du chef de l'État. C'est pas parce qu'on veut sauver nos beefsteaks qu'on va dire ce qui n'existe pas. Disons la vérité au chef pour dire, par rapport, on parle de liberté publique. Tout le monde sait qu'on a parlé de réduction de droit de grève. Ça, par exemple, on peut corriger. Donc, je voudrais que mon État fasse l'effort de corriger ce qui est corrigible. C'est pas la peine qu'on bombe le torse pour penser que la France... Dire que c'est aussi simplement comme ça qu'on donne le droit aux gens, c'est prendre les Français pour des cons. Ils ne sont pas des cons. Ils ne sont pas des cons. Ils ne sont pas des cons. Non, ils ne sont pas des cons. Votre mot de fin, Syriac Dekenou? Non, mon mot de fin, simplement, très bref. Je dis ceci. Oui. Soyons fiers d'être béninois. Je sais que... Nous le sommes tous ici. Je sais que cette garantie en matière de liberté publique est une marche pérenne. Le Bénin est sur le chemin. Et je crois que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous pourrons véritablement être fiers davantage du Bénin et bâtir un État prospère. Merci Syriac Dekenou et Alphonse Moïse Soudé. C'était mes invités ce matin sur votre émission Carré Politique. Nous sommes à la fin de cette émission. Prenez le rendez-vous pour la semaine prochaine. Gabin Goubi vous reviendra en pleine forme. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.